la myasthénie, on l'appelle aussi myasthénia gravis. Myasthénia gravis, c'est la myasthénie auto-immune. On l'appelle myasthénia gravis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des formes bénignes, entre guillemets, comme on peut avoir des formes graves. C'est une maladie auto-immune, d'accord? Ce n'est pas une maladie inflammatoire, ce n'est pas une maladie infectieuse, ce n'est pas non plus une maladie dégénérative, mais une maladie auto-immune. Donc, ceci dit, on peut retrouver dans les examens complémentaires biologiques des anticorps qui sont dirigés contre certains constituants. Alors, l'anomalie qui est à l'origine de cette maladie, c'est le blocage des récepteurs de la plaque motrice par des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine. Et ça va entraîner un bloc postsynaptique. Là, le nerf est schématisé par ce qui est en jaune, c'est la terminaison nerveuse d'un nerf périphérique. Et là, ce qui est en rose, c'est la plaque motrice de la fibre musculaire. Et la maladie intéresse cet espace, cette structure que vous connaissez, qui est la jonction neuromusculaire. Donc, l'anomalie siège au niveau de la jonction neuromusculaire et non pas au niveau du nerf, donc ce n'est pas une neuropathie, et pas au niveau de la fibre musculaire, donc ce n'est pas une myopathie. Dans une jonction neuromusculaire, pour qu'il y ait passage de l'influx nerveux du nerf vers la fibre musculaire, il faut qu'il y ait un transmetteur qui est, dans ce cas, la molécule d'acétylcholine, schématisée sur ce schéma en rose. Ces boules en rose, en fait, c'est des vésicules qui contiennent de molécules d'acétylcholine. Alors, une fois l'influx nerveux arrive au niveau du nerf périphérique, il va déclencher ou bien libérer les molécules d'acétylcholine dans l'espace intersynaptique. Alors, ces vésicules vont libérer leur contenu en acétylcholine par exocytose. Alors, une fois les molécules libérées, vont se lier aux récepteurs d'acétylcholine qui sont situés sur les sommets de la plaque motrice. Là, visualisé en bleu. Ce qui est en bleu, ce sont les récepteurs à l'acétylcholine. Donc, les molécules roses vont se fixer sur les récepteurs à l'acétylcholine et ce complexe va entraîner une contraction de la fibre musculaire. D'accord? Ça, c'est le fonction normale. Et puis, alors, une fois ce complexe fait son effet, il y a un troisième acteur qui n'est pas schématisé sur ce schéma, c'est des enzymes qu'on appelle acétylcholinestérase qui vont détruire une partie de l'acétylcholine, ils vont l'hydrolyser, mais une partie d'acétylcholine va être recapturée par le nerf périphérique pour être réutilisée lors d'un prochain influx nerveux. Donc, au total, dans la jonction neuromusculaire, sur le plan structural, il y a le versant présynaptique, qui est la terminaison du nerf périphérique, et un versant postsynaptique, qui est la fibre musculaire. Et puis, il y a trois acteurs. Il y a le neurotransmetteur, le médiateur chimique, qui est l'acétylcholine, qui est libéré par le versant présynaptique. Il y a le récepteur à l'acétylcholine, qui est un élément du versant postsynaptique. Et puis, il y a un troisième acteur qui est l'enzyme, l'acétylcholinestérase, qui permet de détruire l'acétylcholine. Qu'est-ce qu'on a remarqué chez les myasthéniques, les patients atteints de myasthénie? On a remarqué qu'il y avait des anomalies
dans cette jonction neuromusculaire. Et l'anomalie principale, il y en a plusieurs, mais l'anomalie principale était la diminution du nombre des récepteurs à l'acétylcholine. C'est-à-dire les anomalies qu'on pouvait voir au cours de la myasthénie auto-immune siégeaient au niveau du versant postsynaptique. Il n'y a que le versant postsynaptique qui n'est pas normal, alors que le versant présynaptique est tout à fait normal. Donc ça, un élément premier. Un deuxième élément, on a remarqué la présence anormale d'anticorps, là schématisé en vert, d'anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine, hein, qui sont normalement absents chez un sujet indemne de myasthénie auto-immune. Voilà. La présence de ces anticorps, hein, qui vont détruire les récepteurs à l'acétylcholine. Et par conséquent, on a ce qu'on appelle un bloc post-synaptique. Un bloc post-synaptique. Parce que les anomalies siègent tout simplement au niveau du versant postsynaptique. L'atteinte de la jonction neuromusculaire n'est pas seulement le fait de la myasthénie auto-immune, mais elle peut être le fait d'autres causes qui constituent des diagnostics différentiels avec la myasthénie auto-immune. Il y a d'autres causes, hein, comme on le verra tout à l'heure, le syndrome de Lambert-Eaton, qui est une cause paranéoplasique de l'atteinte de la jonction neuromusculaire, mais ce bloc qui l'entraîne au niveau de la jonction neuromusculaire est plutôt présynaptique, parce que dans le Lambert-Eaton, il y a un déficit du relargage de l'acétylcholine. Et on dira que c'est un bloc présynaptique. Alors, ces anticorps, bien sûr, ils ont un lieu de fabrication ou de naissance qui est le thymus. Parce qu'on a remarqué dans la population des myasthéniques qu'il y avait un grand nombre de malades qui avaient soit une tumeur thymique, qu'on appelle le thymome, dont l'incidence était très importante chez les myasthéniques par rapport à la population générale. Et puis, chez d'autres, on pouvait retrouver seulement des reliquats thymiques. Je vous rappelle que le thymus est un organe qui fait partie du système immunitaire, qui est présent chez le nouveau-né et le nourrisson et qui disparaît avec l'âge. La genèse de ces anticorps a lieu surtout, et pas seulement, au niveau du thymus. C'est une maladie qui touche surtout le sujet jeune, mais elle peut se voir à tous les âges, mais c'est-à-dire il y a un pic de fréquence qui se situe entre 20 et 30 ans. Et puis, il y a un autre pic qui a été signalé par certains auteurs, qui se trouve aux alentours de 50 à 60 ans. Alors, quand il intéresse les sujets jeunes, souvent, ce sont les femmes qui sont touchées. Donc, 3 femmes pour 2 hommes. Donc, il y a une prédominance féminine. Par contre, quand elle survient entre 50 et 60 ans, là, généralement, il n'y a pas de différence entre le nombre des femmes et des hommes. C'est-à-dire le sexe ratio est de 1. Il faut garder toujours à l'esprit que c'est une maladie qui touche tous les âges. C'est-à-dire on peut la retrouver même chez les nouveau-nés. On verra tout à l'heure la forme natale de la myasthénie. On peut la voir chez certains enfants, premier âge, deuxième âge. Et là, elle va constituer un diagnostic différentiel avec la myasthénie congénitale qui est différente de la myasthénie auto-immune. Alors, le diagnostic clinique, il est facile en identifiant certains signes cliniques, mais je vous ai dit, la maladie peut avoir plusieurs formes, c'est-à-dire sa présentation peut se limiter seulement à un signe, notamment au début.
Voilà, donc c'est une maladie donc, qui peut être méconnue. J'allais dire la carte d'identité de la myasthénie, c'est cette fatigabilité que le malade signale et qu'on qualifie de phénomène myasthénique, et qui est un déficit moteur, c'est-à-dire une fatigabilité, dont la caractéristique principale est sa variabilité au cours de la journée, hein. Il y a une fluctuation de ce déficit, c'est-à-dire il apparaît ou augmente à l'effort, augmente en fin de journée, et puis diminue ou disparaît carrément lorsque le patient se repose. Voilà. Quand un malade vous signale une variabilité du déficit moteur au cours de la journée, pensez systématiquement à la myasthénie. Cette fatigue ou ce déficit moteur peut se manifester dans les muscles directement mis en action au cours de l'effort ou à distance d'eux. Alors, je m'explique. C'est-à-dire, quand le patient fait un effort au niveau de la main, par exemple gauche, alors la fatigue ou le déficit moteur, alors il peut apparaître dans la main, dans les muscles sont mis en action, c'est-à-dire au niveau de la main gauche. Mais parfois, le déficit apparaît à distance des muscles sollicités. C'est-à-dire, si on lui demande de faire un effort au niveau de la main gauche, hein, par exemple, extension, flexion, plusieurs fois, après quelques secondes ou quelques minutes, on va voir un ptosis, qui est une chute de la paupière en rapport avec un déficit du muscle relevaire de la paupière. Alors que ce muscle n'a pas été sollicité, n'était pas le siège d'un effort. Donc voilà, donc le déficit peut apparaître au niveau des muscles mis en action, sollicités, ou bien à distance. Ce phénomène, on peut l'objectiver par un test qu'on appelle le test de Mary Walker. Mary Walker, on ramène un brassard, on le gonfle, on le place au niveau du bras, comme pour mesurer la tension artérielle. On le gonfle, on le gonfle, et en même temps, on demande au malade de faire un effort au niveau de la main par des mouvements de flexion-extension répétitifs. Et là, après un moment, on va remarquer un ptosis au niveau de l'œil, d'un œil, généralement du côté du brassard. Ce test de Mary Walker peut retrouver un signe qui est caractéristique de la myasthénie. Cette fatigabilité ou ce déficit moteur, généralement chez le myasthénique, touche des muscles plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a une prédominance du déficit dans certains muscles ou territoires musculaires par rapport à d'autres. Alors, les muscles qui sont le plus souvent touchés, notamment au début, ce sont les muscles oculaires et palpébraux. Cette atteinte déficitaire peut se voir dans la moitié des cas de myasthénie. C'est-à-dire, la moitié des patients commencent leur maladie par la présentation d'une atteinte oculaire ou palpébrale, surtout par un ptosis. Le ptosis, sa présence est fréquente chez les myasthéniques. Donc, on a un ptosis qui est une chute de la paupière. Ce ptosis, souvent, il est unilatéral, notamment au début, mais il peut devenir bilatéral par la suite au cours de l'évolution. Ah. Mais même en se bilatéralisant, il reste asymétrique, un côté plus important que d'autres. Et puis, il y a une autre caractéristique spécifique du ptosis myasthénique, c'est qu'il peut être à bascule. C'est-à-dire, il peut toucher l'œil droit, par exemple, et puis un autre jour, il va intéresser l'œil contralatéral, l'œil gauche, alors qu'il disparaît au niveau de l'œil droit. Ça, c'est une caractéristique du ptosis du myasthénique. Parfois, il touche l'œil droit, il disparaît, il touche l'œil gauche, à bascule. Il peut être asymétrique, c'est-à-dire il va changer d'intensité. Il peut disparaître quand le patient est au repos et puis apparaître progressivement quand il fait un effort ou bien en fin de journée. Les caractéristiques du ptosis neuropathique, myopathique sont différentes
du ptosis de l'atteinte de la jonction neuromusculaire. Donc, les caractéristiques d'un signe clinique permettent de poser ce qu'on appelle le diagnostic topographique. Où se situe la lésion? Est-ce que c'est au niveau du nerf ou de la jonction neuromusculaire ou de la fibre musculaire elle-même? Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai insisté au début de la séance pour dire que la myasthénie est une affection de la jonction neuromusculaire et pas celle du nerf ni celle de la fibre musculaire. Alors, la diplopie, c'est une vision double. Elle fait suite à l'atteinte des muscles oculomoteurs qui font mouvoir le globe oculaire. Ça fait que le globe oculaire bouge par l'intermédiaire des 6 muscles oculomoteurs, les 4 muscles droits et les 2 muscles obliques. Alors, ces muscles peuvent être, entre guillemets, fatigués, hein, le siège d'une fatigue ou d'un déficit moteur. Et donc, si ces muscles sont touchés, donc les 2 yeux vont perdre leur parallélisme et le malade verra double. Et cette vision double, la même chose, elle est intermittente, c'est-à-dire elle répond aux caractéristiques du phénomène myasthénique. Elle est plus marquée lors des efforts et moins marquée lors du repos. Alors, ptosis et diplopie sont augmentés par la fatigue, la lumière, la fixation d'un objet. Et là, c'est l'intérêt de pratiquer l'examen neurologique après un effort. Et là, qu'est-ce qu'on demande? On demande au malade de faire une fixation d'un objet. Voilà, ou bien on lui demande de faire un effort, de marcher ou de faire la bicyclette. Et à ce moment-là, on va voir l'apparition d'une diplopie. La diplopie, elle est binoculaire, c'est-à-dire le malade, quand il cache un œil, elle disparaît. Et puis, il y a un élément négatif qui est important, c'est l'intégrité de la musculature pupillaire, c'est-à-dire le réflexe photomoteur est présent, hein, n'est pas altéré. Et ça, c'est un signe négatif important au cours de la myasthénie. Et ça permet aussi de faire la différence avec l'atteinte neurologique du 3. Vous savez que l'atteinte du 3 entraîne un ptosis, mais souvent associé à une mydriase. D'accord? Voilà, là aussi un ptosis, vous remarquez, soit par l'augmentation de l'épaisseur de la paupière, ou bien par le rétrécissement de ce qu'on appelle de la fente palpébrale. En deux, après les muscles oculomoteurs, ce sont les muscles d'innervation bulbaire, c'est-à-dire les muscles qui sont responsables de la voix, de la mastication et de la déglutition. Alors, la même chose, ces signes sont le siège, peuvent être caractérisés par leur variabilité au cours de la journée. Alors, on peut avoir une voix nasonnée, c'est-à-dire le patient, quand il parle au début au repos, il parle plus ou moins normalement. Mais s'il continue à parler, sa voix devient progressivement nasonnée. Elle peut être inintelligible. Dans certains cas, on ne comprend pas ce que dit le malade. Alors, ce déficit moteur peut toucher les muscles de la mastication, les muscles qui permettent de mâcher. La même chose, cette faiblesse peut s'installer d'une façon progressive au cours des efforts. Au début des repas, le patient mâche normalement, puis il a du mal à mâcher. Et dans certains cas, on peut même voir ce qu'on appelle une mâchoire tombante, hein. Le patient n'arrive pas à fermer sa bouche parce qu'il a une mâchoire qui tombe. On peut avoir un trouble de la déglutition. Voilà, aussi, c'est un trouble qui peut majorer les troubles respiratoires parce qu'il peut entraîner des fausses routes. Donc, le malade déglutit normalement au repos, mais dans les formes graves ou après un effort, il aura du mal à déglutir. Il peut rejeter l'alimentation par le nez. On peut avoir aussi une parésie faciale, c'est-à-dire les muscles de la face paraissent atones. Ce n'est pas vraiment une paralysie faciale avec une déviation de la bouche. Non, mais seulement une petite faiblesse qui touche les deux côtés. Et on a l'impression que le patient est amimique, hein, c'est-à-dire il n'exprime pas les émotions. Une fatigabilité des muscles cervicaux, c'est-à-dire du cou. Parfois, quand c'est très intense, le patient a une tête tombante. Il ne peut pas relever sa tête. Cette tête tombante va majorer les troubles visuels
Parce qu'un patient qui a un ptosis, généralement, pour améliorer sa vision, hein, il doit étendre ou lever sa tête pour voir ce qui est en haut. Parce que le ptosis l'empêche de voir les objets situés en haut. Donc, pour mieux voir, il est obligé de lever sa tête. Et là, s'il a une faiblesse des muscles extenseurs de la tête, là, ça va compliquer les choses et rendre la vision plus difficile. Et puis, il y a certains malades qui signalent des douleurs. Beaucoup de malades qui signalent des douleurs cervicales. Ces douleurs sont dues non pas à l'arthrose, comme le pensent la plupart des patients, mais plutôt au déficit musculaire de ces muscles qui sont souvent sollicités. L'atteinte des autres muscles, certains muscles au cours de la myasthénie auto-immune sont plus touchés que d'autres. Et là, vous voyez que la musculature de l'extrémité céphalique de la tête est plus touchée que les autres muscles. Au niveau des membres, ce sont surtout les ceintures scapulaires et pelviennes, c'est-à-dire la proximalité des membres supérieurs et inférieurs qui est touchée. Parfois, dans certains cas, la paralysie ou la parésie peut toucher le membre en entier, c'est-à-dire il y a un déficit proximo-distal, une tétraplégie. Ça, c'est dans les formes graves, notamment au cours des poussées myasthéniques. Généralement, ce sont surtout la proximalité des muscles. Le patient a du mal à lever son membre supérieur, alors que la force musculaire au niveau des mains est normale ou presque. Et puis, parfois, on peut avoir une atteinte des muscles du tronc et qui va se manifester par ce qu'on appelle une comptocormie, c'est-à-dire antéflexion progressive du tronc, une flexion antérieure du tronc lorsqu'il est en position debout. Mais quand il s'allonge en décubitus dorsal, cette comptocormie ou bien cette antéflexion disparaît. Là, ça prouve le déficit des muscles extenseurs du tronc. Parce qu'il faut faire la différence entre la comptocormie et les antéflexions du tronc qui sont dues à d'autres affections comme la SPA, la spondylodicite ankylosante. Lors de la SPA, n'est pas réduite lors du décubitus dorsal. Le malade garde cette antéflexion. Une comptocormie, c'est une antéflexion en orthostadisme, mais qui disparaît lorsque le patient se met en décubitus dorsal. Donc, les muscles respiratoires, les muscles intercostaux, le diaphragme peuvent être le siège de déficit moteur et peuvent être donc responsables ou à l'origine de la détresse respiratoire qui peut emporter le patient. La symptomatologie clinique de la myasthénie se résume, comme vous pouvez le voir, seulement un déficit moteur, bien sûr d'intensité variable selon les territoires musculaires. À part ça, il n'y a aucun autre signe neurologique. Dans certaines formes qui sont graves, le déficit peut entraîner une amyotrophie. D'accord? Là aussi, c'est des cas rares. Donc, l'amyotrophie n'est pas un signe habituel ou constant dans la maladie myasthénique. Parce que l'amyotrophie, généralement, elle est rapidement présente dans les neuropathies. Elle est présente dans les myopathies, même si c'est un stade un peu avancé. Par contre, dans la myasthénie, malgré le déficit, l'amyotrophie est absente, seulement dans certains cas. Donc, on utilise plusieurs épreuves d'effort. Alors, donc, il peut être normal si les symptômes sont intermittents, je l'ai dit tout à l'heure, quand il est réalisé en période intercritique, c'est-à-dire entre les poussées. Voilà. Un mot sur l'évolution, elle est chronique et capricieuse. Elle est faite par des successions irrégulières de poussées et de rémissions, difficiles à schématiser, à prévoir. C'est-à-dire l'histoire naturelle de la myasthénie chez un malade. Donc, au début, on a des signes plus ou moins importants, d'installation plus ou moins progressive selon les patients. Parfois, des patients présentent seulement un ptosis pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans.
Puis, il y a certains malades qui gardent le ptosis, ce qu'on appelle les formes oculaires ou une diplopie. Ils ne présenteront jamais d'autres déficits moteurs, ni bulbaires, ni des membres, rien. Mais par contre, d'autres vont présenter des déficits bulbaires, ou la faciale, etc., cervicale par la suite. Alors, certains, et bon, on va les mettre sous traitement. Alors, parfois, ils sont très bien améliorés et à un moment donné, ils vont présenter une poussée, c'est-à-dire une aggravation des signes cliniques qui peut aller jusqu'à l'hospitalisation, notamment quand les muscles respiratoires sont touchés. Et puis, il y aura une amélioration de cette poussée après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tout dépend des patients. Et puis, le patient va rester stable avec vraiment quelques signes discrets jusqu'à une nouvelle poussée. Donc, c'est pour cette raison que l'évolution, elle présente voilà, des moments de rémission et des moments de poussée. Une poussée peut survenir d'une façon spontanée, sans facteur identifiable, mais il y a certains facteurs qui peuvent être responsables d'une aggravation de la symptomatologie, notamment les infections intercurrentes, grossesse parfois, la vaccination et même le stress. Alors, la crise myasthénique, c'est une aggravation des signes cliniques, mais surtout, c'est-à-dire du ptosis, des troubles de la déglutition, de la faiblesse aux quatre membres, mais surtout des troubles respiratoires avec une détresse respiratoire. Alors, c'est des malades qui doivent être hospitalisés rapidement en réanimation. Parfois, ça peut seulement nécessiter une oxygénothérapie, voilà. Mais parfois, on est obligé de mettre en pause, entre guillemets, les muscles respiratoires et mettre le patient sous assistance respiratoire. Alors, généralement, pendant les premières années de la maladie, c'est-à-dire les 6, les 7 premières années en général, les patients font plus ou moins des poussées. Mais après cet intervalle de temps, la maladie est stable. Après 6, 7 ans, les patients présentent rarement des poussées ou des crises myasthéniques. Où il y a des malades qui ont bien répondu au traitement sur plusieurs années et on a réduit progressivement les traitements jusqu'à arrêter toute médication. Voilà. D'autres gardent une symptomatologie importante malgré tous les traitements. Alors, les diagnostics paracliniques sont demandés quand le diagnostic clinique est suspecté. Et donc, ça permet de confirmer ce diagnostic clinique en premier lieu. Et en deuxième lieu, permet d'écarter certains diagnostics différentiels qui peuvent mimer le diagnostic de la maladie de la myasthénie auto-immune. On fait un bilan biologique, un prélèvement sanguin, pour rechercher les anticorps dirigés contre les récepteurs de l'acétylcholine, qu'on a vu tout à l'heure. Ces anticorps sont positifs, ou le test est positif, seulement dans 80% des cas. Des myasthénies, ce qu'on appelle les myasthénies généralisées. Bon, en gros, on verra tout à l'heure les formes, on parle de myasthénie oculaire, donc la symptomatologie est confinée seulement aux muscles oculomoteurs, c'est-à-dire le malade ne présente qu'un ptosis ou une diplopie, et c'est tout. Et on parle de myasthénie généralisée quand il y a des signes extra-oculaires, c'est-à-dire quand il y a trouble de la phonation, trouble de la déglutition, etc. Alors, quand il s'agit d'une maladie, d'une myasthénie généralisée, le test de la recherche des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine est positif que dans 80% des cas. Donc, un test négatif n'élimine pas automatiquement le diagnostic de myasthénie auto-immune. Et puis, il est présent ou il est positif seulement dans la moitié des cas quand il s'agit de myasthénie oculaire. Donc, la sensibilité de ce test n'est pas à 100%. Et puis, il n'y a pas une corrélation entre le niveau de positivité d'anticorps et la gravité de la maladie. Le taux est très élevé quand le patient présente un TIMOM. Les séronégatifs aux anticorps antirécepteurs d'acétylcholine peuvent comporter d'autres anticorps.
ce qu'on appelle les anticorps anti-MuSK, hein, protéines tyrosine kinase du récepteur, qui peuvent être donc présents. Et parfois, on a des formes qui sont et négatives pour les anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine et négatives pour les anticorps anti-MuSK. Ce qu'on appelle voilà, les formes séronégatives pour les deux récepteurs. Après ce test biologique, on peut faire en test électrique un EMG, voilà, en recherchant ce qu'on appelle un décrément. Un décrément, il se présente comme ça sur le moniteur de l'EMG. L'EMG, c'est un examen complémentaire. On utilise des aiguilles reliées à une source électrique. C'est une aiguille, on va piquer le muscle, stimuler, et on porte une stimulation avec une certaine amplitude, un potentiel. Et là, en portant une stimulation, on va enregistrer sur le moniteur un potentiel avec une certaine amplitude. Et puis, on porte une deuxième stimulation qui va aussi se manifester par un deuxième potentiel, et ainsi de suite. Alors, chez un sujet normal, quand on porte plusieurs stimulations répétées hein, à basse fréquence, normalement, on doit enregistrer plusieurs potentiels d'action hein, en rapport avec le nombre des stimulations, mais ces potentiels d'action devraient avoir la même amplitude. Par contre, dans la myasthénie, qu'est-ce qu'on remarque? Une diminution de l'amplitude des potentiels d'action. C'est ce qu'on appelle le décrément. Hein. Donc, c'est un signe spécifique de la myasthénie. Donc, il y a un décrément qu'on recherche au niveau des muscles, voilà, par des stimulations répétées. Pour que le décrément soit significatif, il faut qu'il soit supérieur à 10%. C'est-à-dire la diminution doit être supérieure à 10% de l'amplitude initiale ou du premier potentiel. Alors, bien sûr, il faut augmenter la sensibilité de ce test. On demande au malade d'arrêter le traitement la veille de l'examen électrique ou bien de faire ce test après un effort. Et puis, bien sûr, on doit rechercher ce décrément dans des endroits qui sont le siège de déficit moteur. Le test thérapeutique aux ondes estérasiques. Il s'agit de donner des substances qui permettent d'inhiber l'action de l'acétylcholinestérase. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a parlé du fonctionnement de la jonction neuromusculaire, on a parlé de l'enzyme qui permet de scinder ou lyser la molécule d'acétylcholine une fois qu'elle a réalisé son action. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va inhiber l'action de cette enzyme. Du coup, on va prolonger l'action de l'acétylcholine. Alors, on peut faire un diagnostic, c'est-à-dire une épreuve au lit du mort, hein, en lui donnant voilà, une ampoule de néostigmine, c'est la prostigmine, qui est l'une des molécules de l'anticholinéstérasique. Elle a une durée d'action qui est rapide. On donne 1 à 2 ampoules par voie sous-cutanée. Et puis, après, on va voir l'effet de cette injection après 10-15 minutes. D'accord? Bien sûr, avant l'injection, on fait une petite évaluation du déficit moteur. C'est-à-dire, on va scorer le déficit musculaire pour avoir une idée assez objective. Le malade peut avoir, par exemple, une note 30 sur 100 ou 40 sur 100. Donc, on fait un score et puis on injecte la prostigmine et puis 15 minutes après, on refait le score et on va voir est-ce qu'il y a une différence ou pas. Mais parfois, la différence, elle est flagrante. On n'a pas besoin de score. Et puis, on termine cet examen paraclinique par la réalisation d'une imagerie thoracique, hein, IRM ou scanner, centré sur donc, la loge thymique pour rechercher la présence éventuelle d'un thymome. Je vous rappelle qu'il est présent dans 10% de l'ensemble des myasthéniques, il peut être bénin ou malin, ou bien seulement la présence de reliquats thymiques. Alors, dans la myasthénie, on a dit que c'est une maladie auto-immune. Elle peut être associée à des anomalies thymiques,
Donc, dans 75%, c'est seulement une hyperplasie thymique. Voilà. Et dans 15% des cas, on peut avoir une tumeur thymique qu'on appelle le thymome. Et ce thymome, il peut être bénin ou malin. Et puis, puisque c'est une maladie auto-immune, et vous savez que le malade, quand il présente une maladie auto-immune, il peut présenter d'autres maladies auto-immunes. Voilà, donc on peut retrouver une infection thyroïdienne, une dysthyroïdie. On peut retrouver une polyarthrite rhumatoïde, un anémie de Birner, un lupus, etc. Donc, il faut les rechercher systématiquement. Les formes cliniques, alors, on l'a dit tout à l'heure, donc on peut avoir des formes oculaires, seulement des signes oculaires, ptosis, diplopie, et rien d'autre. Alors, c'est des formes qui restent donc limitées aux muscles oculomoteurs. C'est des patients qui ne présenteront jamais d'autres signes cliniques extraoculaires. Alors, la caractéristique de ces formes oculaires, c'est que au départ, ils répondent favorablement au traitement anti-acétylcholinésterasique, mais par la suite, le ptosis notamment va résister, hein, au traitement et le patient va garder le ptosis malgré l'augmentation des posologies. Donc, dans les myasthénies oculaires chroniques, le malade va garder le ptosis, hein. Et c'est des patients qui peuvent être proposés à la chirurgie. D'accord? Il y a les formes avec anti-MuSK, c'est-à-dire c'est des formes qui sont séronégatives pour les anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine. Et c'est des formes qui sont plus ou moins graves par rapport à la forme avec des récepteurs positifs aux antirécepteurs à l'acétylcholine, parce qu'elle comporte une atteinte bulbaire qui est plus fréquente. Donc, elle est sujette, le patient est sujet à présenter des troubles des fausses routes et donc aggravation de la musculature respiratoire. On peut même retrouver une atrophie musculaire des muscles d'innervation bulbaire, comme la langue, hein, et puis la fréquence des crises myasthéniques et la gravité. Et puis, il y a une forme importante à mettre, c'est la myasthénie néonatale. Alors, c'est une forme clinique de la myasthénie auto-immune. Elle touche les enfants nés de mères myasthéniques, hein, dans 10 à 25% des cas. Et cette atteinte est due au passage transplacentaire des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine chez l'enfant ou le nouveau-né. D'accord? Et ce nouveau-né va présenter donc cette myasthénie qui va se manifester par une hypotonie. C'est un enfant en poupée de chiffon, si on peut dire. Il est hypotone, avec une diminution du réflexe de la succion. Il n'arrive pas à téter. Et puis, voilà, une détresse respiratoire. C'est une forme qu'il faut prévenir en demandant aux patientes myasthéniques d'accoucher dans des structures hospitalières qui comportent une unité de néonatologie. Et c'est des enfants qui vont récupérer après 2-3 mois. On peut les mettre sous anticholinésterasique et voilà, ils récupèrent totalement après 2-3 mois après qu'ils aient éliminé les anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine. Alors, le traitement comporte deux volets, un volet symptomatique et un volet éthiopathogénique, ou un traitement de fond. Alors, le traitement symptomatique repose sur la prescription d'anticholinésterasiques. Alors, sur le marché, il y a 3 molécules. Donc, on a vu la prostigmine dans la durée d'action. Elle existe donc en ampoule et ça permet de réaliser le test à la prostigmine au chevet du malade. Et puis, il y a d'autres molécules. Il y a la pyridostigmine, c'est le mestinant. Et puis, il y a le mitélase, c'est l'ombénomium. C'est des comprimés dont la durée d'action est de plusieurs heures. C'est des comprimés qu'on donne plusieurs fois par jour. Donc, le nombre de prises peut varier de 2 jusqu'à 6 ou 8 comprimés par jour en fonction de la sévérité du phénomène myasthénique. Bien sûr, il est déconseillé de donner 2 anticholinésterasiques à la fois, c'est-à-dire mitélase ou mestinant.
Bon, il n'y a pas de préférence, sauf par rapport à la tolérance. Et là, attention, le prise d'anticholinésterasique peut être à l'origine d'une crise cholinergique. C'est-à-dire quand il y a un excès d'anticholinésterasique, tous les récepteurs seront bloqués et on aura un effet cholinergique qui va donner pratiquement la même symptomatologie que la crise myasthénique. C'est-à-dire quand quelqu'un fait une crise myasthénique, une détresse respiratoire avec une symptomatologie très marquée, ça peut être soit une crise myasthénique due à un déficit en traitement, etc., soit à une crise cholinergique, hein, due à un excès d'anticholinésterasique. D'accord? Et cette crise cholinergique va donner pratiquement le même tableau clinique qu'une crise myasthénique, c'est-à-dire avec surtout une détresse respiratoire. Alors, cliniquement, c'est très difficile de faire la part des choses entre une crise cholinergique et une crise myasthénique. Alors, on peut utiliser un test, c'est le test au tonsillant. Alors, le tonsillant, c'est le nom commercial d'un anticholinésterasique. Il a une durée d'action très brève, de quelques minutes. On peut l'utiliser en cas de détresse respiratoire. Bien sûr, le malade est sous respirateur. Donc, on l'injecte. Alors, s'il y a une amélioration, c'est qu'il s'agit d'une crise myasthénique, c'est-à-dire le patient n'a pas assez de médicaments anti-myasthéniques. Mais s'il y a une petite aggravation ou pas d'amélioration, donc là, on conclut à une crise cholinergique. C'est juste pour faire la différence. Maintenant, le traitement de fond, qui est un traitement dirigé contre la cause. Alors, puisque c'est une maladie auto-immune, donc on peut utiliser des corticoïdes. Donc, la corticothérapie, bien sûr, à dose lentement progressive. On doit aller jusqu'à une dose d'1 milligramme kilo-jour. Donc, on commence par des anticholinésterasiques, des corticoïdes, et parfois on peut aller, si vraiment il n'y a pas d'amélioration, donc on associe des immunosuppresseurs, donc plus agressifs, en donnant de l'Immurel, le plus utilisé, en association avec les corticoïdes. Pour la thymectomie, donc la chirurgie, parfois on est amené à faire une thymectomie systématique, bien sûr, chez des malades qui présentent un thymome. On enlève le thymome euh, non seulement pour améliorer les symptômes myasthéniques, mais pour éviter la dégénérescence de ce thymome, parce que c'est une tumeur. Maintenant, si elle est maligne, on doit l'enlever, c'est tout à fait normal. Maintenant, s'il s'agit d'un thymome bénin, on doit l'enlever aussi, parce qu'il risque de dégénérer. Et puis, même s'il ne dégénère pas, il peut entraîner des phénomènes compressifs sur l'œsophage, la trachée, etc. Donc, ce qu'on appelle la thymomectomie, elle est systématique chez tout malade présentant un thymome. Si le malade ne présente pas de thymome, c'est-à-dire il n'y a que des reliquats thymiques ou le scanner ou l'IRM thoracique est normal, là aussi, la plupart des auteurs recommandent une thymectomie. Et ça, c'est très important. En faisant ce geste, on améliorait la symptomatologie myasthénique et on peut même diminuer les traitements médicamenteux dans la plupart des cas. Cette amélioration ne se voit pas systématiquement dans les premiers jours suivant l'acte chirurgical. Elle peut se voir après 6 mois, 1 an, 1 an et demi. On peut utiliser d'autres traitements qui sont très efficaces, mais onéreux, et on les réserve seulement pour les patients qui sont en phase de crise myasthénique, c'est-à-dire poussée, ou là, pour des patients qui vont être opérés. C'est-à-dire on préfère leur donner ces traitements. C'est les échanges plasmatiques, ce qu'on appelle les plasmaphérèses, et même les immunoglobulines. C'est des cures de 5 jours, éventuellement répétées après 1 mois, à la dose de 0,4 grammes kilo. Donc, mais c'est des traitements qu'on réserve seulement chez les patients qui ne sont pas améliorés par le traitement, notamment pendant les poussées. Où là, quand le patient est programmé pour une thymectomie, on préfère le mettre sous échange plasmatique
c'est juste pour qu'il y ait un réveil, c'est-à-dire pour que la phase post-opératoire soit plus simple. D'accord? Il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont contre-indiqués, hein. Il y a plusieurs médicaments qui peuvent aggraver la myasthénie et sont de contre-indication absolue, notamment la dépénicillamine, les curarisants, hein, qu'on utilise dans l'anesthésie générale, certains produits qu'on utilise dans l'anesthésie générale qui est contre-indiqué. Mais il y a beaucoup de produits qui ne sont pas contre-indiqués. Alors, le chef de file des anesthésies contre-indiquées, c'est les curars, les curarisants. D'accord? Certains antibiotiques, qui sont les aminosides, la colimycine, les cyclines, les bêta-bloquants, la phénitoïne, qui est un antiépileptique, mais qu'on utilise chez nous, même ailleurs, parce qu'il a des effets secondaires. C'est des médicaments qui ont une contre-indication absolue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les donner chez des patients connus myasthéniques ou présentant une myasthénie. Par contre, il y a certains médicaments qui sont de contre-indication relative, c'est-à-dire si les patients nécessitent ces médicaments, ils peuvent les prendre, mais sous surveillance. D'accord? Si vraiment ce médicament, par exemple le Tegretol, qui est la carbamazépine, les benzodiazépines, hein, le Valium, c'est un antidépresseur des sondes respiratoires. D'accord? Il peut aggraver une myasthénie ou un malade qui a déjà une faiblesse des muscles respiratoires. Si vraiment le patient nécessite du Valium, l'indication elle est posée, on peut donner, mais le patient sera hospitalisé et surveillé. Quelques diagnostics différentiels. Le plus important à connaître, c'est le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. Pourquoi il est intéressant de l'identifier? Parce que c'est un syndrome paranéoplasique. Paranéoplasique, c'est-à-dire il accompagne une néoplasie. C'est un syndrome auto-humain. Ce syndrome est dû à la présence d'anticorps dirigés contre la jonction neuromusculaire. C'est des auto-anticorps qui sont dirigés aussi contre les antigènes du cancer. Les antigènes de la néoplasie, parfois, ressemblent à certains antigènes de la jonction neuromusculaire. Donc, le corps va produire des anticorps contre ces antigènes. Et puis, il ne va pas faire la différence entre les antigènes néoplasiques et les antigènes neuromusculaires. D'accord? Voilà, c'est pour cette raison, c'est un syndrome auto-humain. Ce syndrome de Lambert-Eaton, donc, il accompagne une néoplasie, mais il peut même précéder l'apparition de la néoplasie, ou bien apparaître alors que la néoplasie est au stade in situ. Quand on l'identifie, ça permet de rechercher la néoplasie, de la retrouver le plus tôt possible et de la traiter. Alors, c'est un syndrome qui entraîne un bloc présynaptique, hein, parce que les anticorps vont agir sur le versant présynaptique. Et donc, il y aura surtout un défaut de relargage des molécules d'acétylcholine dans la synapse. Donc, c'est un bloc présynaptique, contrairement à la myasthénie auto-immune qui est dû à un bloc postsynaptique. Alors, c'est un syndrome qui intéresse souvent le sujet de sexe masculin, plus de 40 ans. Alors, il accompagne souvent les cancers intrathoraciques, dans 60% des cas, les cancers bronchiques à petites cellules, et parfois les cancers du rein, de la vessie, etc. Il peut s'associer à d'autres maladies auto-immunes, comme comme la myasthénie auto-immune, mais il peut être aussi isolé. Sur le plan clinique, il se manifeste surtout par une fatigalité des membres inférieurs, avec une amyotrophie. Et puis, il y a un élément important ou spécifique de ce syndrome, c'est que les réflexes rotuliens peuvent être absents ou faibles quand on fait l'examen neurologique. Quand on demande au malade de faire un effort, hein, on va réapparaître les réflexes rotuliens à l'examen neurologique. Donc, il y a une apparition des réflexes ou une facilitation des réflexes après un effort.
On peut retrouver les mêmes signes cliniques au niveau de l'extrémité céphalique, c'est-à-dire le ptosis, les troubles bulbaires, etc. Et puis, ce qui distingue ce syndrome de la myasthénie auto-immune, c'est la présence d'une dysautonomie, hein, c'est-à-dire un trouble de la motricité pupillaire, un trouble de la sudation, des sécrétions salivaires, une impuissance, etc. Donc, retenez dans le Lambert-Eaton, le déficit intéresse surtout les membres inférieurs. Les signes cliniques au niveau de l'extrémité céphalique sont présents, mais moins marqués que dans la myasthénie auto-immune, et surtout l'association au déficit moteur d'un syndrome dysautonomique ou végétatif. Comme un autre diagnostic différentiel, mis à part le Lambert-Eaton, il y a le botulisme. Hein, le botulisme, bien sûr, c'est généralement, il survient après l'ingestion d'aliments de conserve avariés. Il est dû à une neurotoxine paralysante, donc produit par la bactérie du type Clostridium. Alors, le tableau clinique, il se manifeste par des signes un peu généraux, des nausées, des troubles digestifs, des nausées, vomissements. Alors, troubles de la vision, diplopie, sécheresse des muqueuses buccales, etc. Et surtout, les complications respiratoires. Donc, une détresse respiratoire. Il faut savoir que tout à l'heure, j'ai dit que dans le syndrome myasthénique, généralement, ce sont les troubles oculaires qui sont au-devant de la scène. Mais dans certains cas, il y a certains malades qui débutent leur maladie par une détresse respiratoire. D'accord? Devant toute détresse respiratoire, il faut penser à la myasthénie. D'accord? Bien sûr, on pensera en premier lieu à une atteinte respiratoire ou cardio-respiratoire, mais il faut garder à l'esprit l'éventualité d'une myasthénie. Donc, dans le botulisme, généralement, les troubles digestifs sont là. Il y a la diplopie, les troubles visuels, et puis la détresse respiratoire. Et puis, l'installation est plus ou moins aiguë, contrairement à la myasthénie. D'accord? Le MG il peut montrer des anomalies similaires à celles de Lambert-Eaton, donc avec un incrément qui témoigne d'un trouble présynaptique. Donc, comme diagnostic différentiel, autre diagnostic, les venins de serpent. Une mort de serpent, donc c'est comme les neurotoxines du botulisme, on peut avoir un syndrome myasthénique suite à une intoxication par le magnésium, ou bien en donnant la dépénicillamine ou d'autres antibiotiques. Donc là, je vais mettre le point surtout sur la myasthénie congénitale. J'ai dit elle est liée à plusieurs gènes maintenant identifiés qui peuvent être responsables d'une myasthénie qui survient chez les enfants. Les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois est établi à un âge à l'adolescence. Et donc, attention, ça peut faire un diagnostic différentiel avec la myasthénie néonatale, qui est une forme de la myasthénie auto-immune. D'accord? Mais là, le syndrome est différent, différent, c'est-à-dire on a pratiquement les mêmes signes, mais là, le traitement plutôt est différent parce que ça ne sert à rien de donner les immunosuppresseurs et les corticoïdes, ça ne va pas agir parce que ce n'est pas une maladie auto-immune. Et puis, le mestinant peut améliorer dans certains cas parce que c'est des syndromes qui peuvent être dus à une atteinte des deux versants, pré- et post-synaptique. Tout dépend du gène. Parfois, c'est seulement le post-synaptique.